Bienvenue à cette, rencontre qui est organisée par votre union régionale des SCOP et des SIC, Île-de-France, Centre-Val de Loire et Drumcom. C'est une rencontre qui est organisée avec, la coopérative MU, l'atelier TAC et Birstech, donc 3 SCOP, que nous remercions, vivement. C'est la 6e rencontre, du groupe d'échange de pratiques pour une transition écologique de notre union. Donc elle est enregistrée pour diffusion, donc coupez bien vos caméras, micros et changez vos noms, si besoin. Aujourd'hui, c'est une rencontre sur l'éco-conception. C'est un thème qui va être, présenté par, ces 3 scopes. C'est l'éco-conception considéré comme un atout pour, l'organisation, les outils numériques, les services, les produits artisanaux ou issus de réemploi. Donc, je vais laisser la parole à Antoine de la coopérative MU, qu'on remercie vivement parce que le PowerPoint que vous allez voir aujourd'hui a été, réalisé par Antoine. Bon, à partir de nos infos, mais c'est lui qui a tout mis en place, quoi. Antoine, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Du coup, Antoine de la coopérative MU. Je vais prendre la parole juste un instant pour vous présenter rapidement le sommaire qu'on va aborder. L'idée, c'est de présenter un peu tout le parcours, ce qu'est l'éco-conception en 4 grandes étapes. Donc, dans un premier temps, il y a Caroline de l'URSCOP qui va prendre la parole pour présenter les groupes d'échange et faire parler un peu des modalités, des informations. Nous, on va prendre la suite sur la présentation de la coopérative MU, ce qu'est l'éco-conception de manière très globale, pour faire un peu le tour du sujet et parler de comment est-ce qu'on va l'appliquer à notre organisation pour aussi faire le lien justement avec les différentes, les différentes applications possibles. Après, il y aura une présentation de Birstech sur tout le côté, on va dire, informatique, data center, consommation, réseau et autres, toujours en lien avec l'éco-conception, hein, bien sûr. Et l'atelier TAC qui va présenter aussi sa structure, l'éco-conception donc au niveau de leur activité et l'application aussi sur les sujets vraiment fin de vie, donc traitement de la matière, reconception à partir de cette matière, de différents gisements. Donc voilà, je les laisserai approfondir ces différents sujets. Et Caroline, je te relaisse la main pour la présentation rapide. Merci. Donc c'est juste pour vous faire un petit mémo, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce groupe. En gros, donc ça s'est lancé lors de l'assemblée générale de notre union fin 2023. Il y a eu des échanges entre coopératives qui ont souhaité ce groupe. Donc c'était vraiment une demande, de coopératives, qui souhaitaient échanger donc sur des pratiques, pour une transition écologique entre, adhérents, SCOP ou SIC. Donc il y a eu un 1er cycle pendant le premier semestre 2024 où il y a eu, 4 rencontres réalisées et alors apparemment quelqu'un tape sur son ordinateur et ça fait du bruit. OK, bon. Coupez bien vos micros. Donc il y a eu un 1er cycle, voilà avec, 4 rencontres. Heu, le donc chaque cycle, à chaque fois, il y a une rencontre, d'abord, des acteurs de la transition écologique. Donc là, on est durant ce 2e semestre 2024, on est dans le cadre du second cycle. Donc à chaque fois, chaque cycle, d'abord une rencontre entre acteurs de la transition, puis des interventions de coopératives, sur des sujets de transition. Lors des rencontres entre acteurs, l'idée, c'est de définir un programme, d'intervention avec des informations concrètes, des outils concrets, des contacts pour une transition. C'est l'idée, c'est que c'est des coopératives qui informent d'autres coopératives et du coup, durant le 1er cycle, il y a eu 3 interventions. Donc le 1er, c'était, sur, comment s'engager dans la transition, donc les différentes modalités possibles par, la coopérative d'Estran et la coopérative Laforge. Heu, Ensuite, il y a eu une autre intervention sur le bilan carbone par le cabinet, une autre coopérative, le cabinet Esper et une 3e intervention sur, tout ce qui est, employeur pro vélo par une autre coopérative, les Amis de la courcyclette. Et là, donc on est dans le second cycle, il y a eu un programme qui a été, défini. Du coup, donc aujourd'hui, c'est l'éco-conception, donc avec les 3 coopératives dont on a parlé. La prochaine aura lieu le 23 janvier à 10:00, sur la gestion des déchets par Utopia et Terra. Et puis une autre, qui est en cours d'organisation, soit une intervention de Licorne, soit une intervention
de fédération nationale de notre mouvement par secteur d'activité sur ce qu'elles proposent, à leurs adhérents, donc dont vous pouvez être, adhérent aussi. Et juste, par rapport aux modalités de diffusion, donc toutes les interventions des coopératives sont enregistrées et l'idée, c'est qu'elles sont diffusables, à l'externe par notre mouvement, donc au niveau national, confédération générale, au niveau des unions régionales, il y en a 12, ou au niveau, des fédérations, métiers. Et ça peut aussi être diffusé à l'interne des coopératives adhérentes. Heu, voilà, donc ça a vocation à être diffusé. Donc voilà, coupez bien vos micros, vos caméras si besoin et je laisse la parole du coup aux intervenants. Merci. Merci Caroline. Du coup, bah, comme je vous le disais dans le rapide sommaire, moi je vais reprendre la suite, si les slides passent. Donc l'idée, ça va être de vous présenter qui est MU, donc la coopérative MU, passer les grands axes pour voir ce qu'est l'éco-conception. Donc la démarche d'éco-conception, dans quel cadre ça s'inscrit et comment ça pourrait s'appliquer. Pour faire le lien du coup avec les sujets suivants, nous, comment est-ce qu'on l'a appliqué à notre organisation? L'idée, c'est que ce qu'on applique aussi à nos clients, on l'applique à nous-mêmes dans une démarche justement de une logique d'éco-conception vraiment complète, on va dire. Présentation de MU. Donc, dans un premier temps, la coopérative MU est une agence d'éco-conception qui, à la base, en 2010, a été fondée par Anthony Boule et François-Xavier Ferrari, qui sont de profil, donc pour Anthony, un ingénieur environnemental et pour François-Xavier, un designer industriel qui avait vraiment pour vocation à coupler les deux compétences qui sont l'ingénierie et le design qui à cette époque n'était pas trop mixé, c'était vraiment les designers faisaient peut-être un peu d'ingénierie et inversement. Les ingés faisaient un peu de design. Donc ils ont vraiment eu volonté de mélanger ces deux compétences au sein d'une agence pour vraiment faire de l'éco-conception. Donc vraiment que les deux métiers soient complémentaires. À la suite de ça, donc différentes personnes se sont greffées, sont arrivées à la coopérative MU. Et on a par la suite aussi eu une troisième compétence qui est transverse, qui est celle de la matière en fait. Donc comment intégrer la matière au sein de la démarche d'éco-conception. On dit qu'elle est transverse parce qu'elle va toucher et concerner les compétences ingénieurs comme designers, mais elle va aussi être intégrée à travers toutes les phases de la démarche d'éco-conception. Évidemment, comme je vous disais, c'est deux compétences complémentaires, l'ingénierie et le design, mais c'est souvent par alternement, c'est une bascule entre les deux. Donc voilà, il y a certaines phases où les deux vont se recroiser et d'autres où il va y avoir que de l'ingénierie et d'autres un peu plus de design. Donc voilà, depuis 2010, on accompagne des entreprises à développer des produits et parfois des services. Un peu moins, notre majorité de clientèle, c'est autour du produit innovant et éco-conçu. J'ai vu qu'il y avait un petit message, je crois que c'est concernant les questions. Oui, OK, d'accord. On aura un petit temps d'échange, pour les questions, donc je vous invite à les noter, si vous en avez durant les présentations des 3, de nous 3, donc que ce soit de Beersteak, Atelier TAC ou nous-mêmes pour la coopérative MU et on a un petit temps de 10-15 minutes, en fin de réunion pour échanger justement. Concernant rapidement nos accompagnements, donc l'idée, c'est des prestations sur mesure à chaque fois qu'on accompagne des clients. L'idée là, c'est pas de faire de la com autour de ce que nous on pourrait vous vendre, c'est vraiment de faire le lien avec la démarche d'éco-conception. Ça pourrait partir d'être une idée de produit à concevoir, donc comment accompagner à l'idéation, à la génération d'idées, dans une démarche d'éco-conception. Comment, on pourrait améliorer un produit parce que voilà, l'éco-conception, je vais vous le définir juste après, mais l'idée, c'est d'intervenir toujours le plus tôt dans la conception. Donc, si le produit est déjà conçu, on peut aussi améliorer le produit. On travaille aussi au développement d'outils pour éco-concevoir, donc pour éco-concevoir en amont ou même après que le produit ait été conçu. Et aussi la formation. Donc, c'est des grands points, en fait, des grandes clés d'entrée pour intégrer l'éco-conception à une démarche, ou une démarche ou un produit, je veux dire, dans une entreprise. Pour appuyer, pardon, les slides ne passent pas. Hop. Pour voilà, appuyer ça, nous on travaille vraiment avec tout type d'entreprise, que ce soit des toutes petites startups, des petites PME ou autres, justement sur des développements de projets, de produits. On travaille aussi avec de très grands groupes et aussi avec différentes écoles et instituts de formation
pour accompagner justement au plus tôt aussi et sensibiliser les personnes à cette démarche d'éco-conception. Le sujet pour lequel on est un peu tous réunis ici, MU est une coopérative qui est passée il y a 1 an et demi, presque 2 ans en scope SAS. L'idée, c'est de répartir de manière, équitable, et juste les profits, apporter un contrôle démocratique à chacun de nous. À savoir que, nous, on a souhaité conserver les associés majoritairement salariés de l'entreprise parce que c'est voilà un outil de travail, qui va nous permettre aussi de nous développer, de nous développer et l'idée, c'est vraiment de garder, d'avoir cette volonté d'avoir majoritairement, des associés qui soient salariés pour être maître, de nos décisions et de notre outil de travail. Qu'est-ce que l'éco-conception? Donc, j'aurais peut-être pu faire un petit débat ouvert, mais histoire de ne pas perdre trop de temps, l'idée, c'est que nous, on utilise souvent cette photo, de la Terre qui a été prise, une des premières photos ou la première photo de la Terre vue dans son entièreté et en fait, c'est vraiment, ça a pour but de montrer que les ressources qui sont sur la planète, sont, des ressources limitées et qui sont complètement incompatibles avec une consommation, une consommation et une population qui sont croissantes. Voilà, donc c'est vraiment comment illustrer ce principe de ressources limitées, alors que quand on est sur Terre, évidemment, on voit la planète, on s'imagine que les ressources, il y en a une quantité un peu «infinie» entre guillemets, finalement non. À savoir que, les notions d'éco-conception ont été, vraiment mises en place, moment des années à peu près 70, entre autres avec Victor Papanay qui est un des pionniers, un designer, pionnier justement de cette, prise de conscience écologique, qui, lui, vraiment, souhaite concevoir pour répondre à un besoin fonctionnel et pas juste concevoir une globalité. Voilà, il met en place les 1res, notions d'éco-conception avec les aspects cycle de vie, ces premières notions qui viennent apparaître justement dans les années 70. Ce qu'on aime dire aussi à la coopérative MU, c'est que tout produit est source d'impact. Le produit qui n'a pas d'impact est un produit qui n'existe pas, simplement parce que, tout produit qui soit éco-conçu, dans ses meilleures conditions ou qu'il ne le soit pas, aura toujours un impact. Le but, c'est de minimiser au maximum cet impact, vis-à-vis du produit et donc, pour ça, on prend en compte pour le développement des projets d'éco-conception, on prend en compte 3 grands piliers. Le premier, c'est les exigences techniques et économiques. Donc, c'est vraiment lié au client ou à l'entreprise qui souhaite développer son produit. Ça va être le cahier des charges, ses contraintes d'entreprise, donc comme on dit techniques et économiques, hein, les budgets qui vont être alloués au développement du produit, les ambitions aussi de l'entreprise. Dans un second temps, il y a la prise en compte de l'humain. Donc l'humain, ça va être en lien avec, ça englobe plusieurs sujets, ça va être en lien avec l'usage du produit, le fonctionnement qui correspondent vraiment à une attente, utilisateur, mais aussi les risques, d'usage et de conception liés justement à l'impact humain que ça pourrait avoir. Évidemment, il y a une 3e couche, hein, c'est pas une surprise, c'est la prise en compte dans l'environnement. Donc c'est vraiment, 3, on va dire 3 grands fils qui nous permettent justement d'éco-concevoir un produit avec une pertinence, vis-à-vis du client, de l'usager et de l'environnement. Tout ça est cadré par une définition, la définition qui est cadrée par la norme ISO 14006. L'éco-conception, c'est une démarche préventive qui vise à intégrer l'environnement dans la conception et le développement de produits, intégrant les biens et les services. Donc, voilà, comme c'est précisé, c'est vraiment une démarche préventive qui est en amont du développement ou qui peut commencer en amont du développement projet. Voilà, nous, on aime, utiliser cette prise vraiment pour, présenter un projet d'éco-conception. Donc, comme je vous le disais, c'est de l'amont jusqu'à la commercialisation. Ça peut être une source de créativité, d'innovation et aussi une solution d'aide au choix dans les projets. L'idée, c'est d'analyser le contexte, donc vraiment échanger avec le client, voilà, avoir une idée précise de ce qu'est son attente, son besoin et ce qu'il souhaite faire de ce produit. Donc vraiment, être sur une base, «sûre» entre guillemets. On passe souvent par une phase de formation des équipes avec qui on va travailler, et même, des équipes au sein de l'entreprise
Pour plusieurs raisons, parce que, bah, déjà avoir toutes les notions d'éco-conception au sein de l'équipe qui va travailler sur le projet, c'est pertinent et c'est intéressant pour approfondir les sujets. Mais ça pourrait être aussi, des supérieurs hiérarchiques, les décideurs, les équipes marketing, communication, parce que toutes ces équipes vont avoir un lien, avec la démarche d'éco-conception et vont être, pertinentes, vraiment, bah, durant le développement et voilà, avoir, parfois des prises de décision. Donc l'idée est de sensibiliser le maximum de personnes. À savoir qu'une démarche d'éco-conception va vraiment se focaliser, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais sur les 3 grandes étapes, qui vont être l'évaluation des produits, la conception du produit et le développement du produit. L'idée, c'est que dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse toujours, on réalise une analyse de cycle de vie, du concept ou du produit existant, qui va nous permettre d'avoir un seuil, une base solide, pour justement travailler sur, bah, pour identifier dans un premier temps les contributeurs et les indicateurs, d'impact environnemental. À savoir que pour donner un petit exemple, on parle souvent d'impact CO2, d'impact CO2, c'est un indicateur parmi les 16 qu'il y a, mais ce n'est pas le seul. Donc nous, on évalue vraiment la totalité de ces indicateurs et on va les prioriser, donc identifier ceux qui vont être majoritaires. Et après avoir fait ce travail justement, qui est basé sur, bah, les différents flux entrants et sortants du produit ou du concept, on va justement, bah, se focaliser sur ces indicateurs majoritaires et qui sont liés à des contributeurs. Donc un indicateur est prépondérant, vis-à-vis d'un contributeur. Donc par exemple, ça pourrait être une pièce ou, un détail d'un produit qui va générer une forte, part d'impact. C'est ce qu'on va appeler le contributeur et nous, en tant que, bah, designer, on va justement suivre cette étape d'évaluation et utiliser différents outils pour concevoir ou améliorer, en fonction de la situation, le produit vis-à-vis de ceux ou ces contributeurs majoritaires. L'idée, c'est vraiment de travailler sur ceux qui vont être prépondérants pour avoir un maximum hem, d'amélioration sur le développement produit. À savoir que ces 2 phases d'évaluation et de conception sont des phases itératives sur lesquelles on pourrait ou qui ont pour vocation à être retravaillées en permanence. La démarche d'éco-conception, c'est une démarche qui est continue et donc qui ne cesse pas de s'arrêter. C'est pas on développe un produit, on dit: «Il est éco-conçu» et on s'arrête là. La démarche a pour vocation à, s'améliorer au fur et à mesure. Suite à quoi, il y a la phase, voilà, bah, dans la phase de conception produit, évidemment, il y a des échanges et des interactions avec les évaluateurs, parce que quand on développe un produit en tant que designer, on va pouvoir générer des idées, des concepts, mais pour valider la pertinence, justement, on travaille, de pair avec, les 2 compétences. Après, il y a la phase de développement produit, donc là, c'est vraiment l'approfondissement, les détails techniques, les plans techniques, la conception, le prototypage, par exemple. Et la dernière phase, c'est la communication. Donc comment bien communiquer sur un produit? Souvent, que ce soit en éco-conception ou autre, la communication peut avoir un très bon produit. Si la communication est mauvaise, il y aura très peu d'impact. Et l'inverse est tout à fait vrai aussi. Si on a un mauvais produit, mais qu'on communique très bien, il peut avoir, un une une bonne, vision perception pardon, de la part des utilisateurs. Voilà. Voilà, des impacts liés. Ce qu'on aime aussi dire souvent, c'est que 80 des impacts environnementaux sont, générés ou déterminés lors de sa conception. On prend souvent l'exemple d'un sac à main. Voilà, dessiner des petites boucles en métal peut tout de suite, être identifié comme une possible source d'impact. Je dis bien possible parce que, le bon sens en éco-conception peut être pertinent, mais on préfère toujours l'appuyer par des analyses de cycle de vie pour valider. Ça peut arriver que des fois, ce soit pas ce sur quoi on est imaginé qu'il y a la plus forte part d'impact. Et voilà, dès la conception, en fin de compte, c'est dès les premiers croquis, dès les premières idées que, les impacts vont être générés. Voilà, les 4 grands principes clés de l'éco-conception. Donc le tout 1er, c'est, que l'éco-conception, c'est une démarche qui est multi-étapes, cycle de vie, donc qui va de la matière première par la fabrication, le transport, la commercialisation, l'usage et la fin de vie. Dans un second temps aussi, on dit que c'est une démarche systémique, un système produit, parce qu'à chaque étape, évidemment, on peut, envisager un second cycle de vie. Typiquement, là, c'était pour l'exemple d'un jean. Sur la phase d'usage, il va y avoir à chaque fois le nettoyage, les utilisations de détergents/solvants,
pour nettoyer le jean, qui vont aussi être impactantes et qui vont être prises en compte dans la démarche. Ça pourrait être les palettes et le film plastique pour la paletisation et le transport. Et tout ça va avoir un impact. Il y a donc les aspects multicritères, multi-impacts dont on vous parlait tout à l'heure avec le changement climatique, le fameux CO2 que tout le monde connaît, mais il y a aussi les radiations ionisantes, par exemple, liées à la consommation d'énergie française avec l'énergie nucléaire. Les consommations d'eau, voilà, il y en a 16. Là, c'est un petit panel que vous avez. Et évidemment, là, on vous parlait de système, donc on pourrait se dire que ça peut continuer à l'infini, mais il y a la notion de service rendu et d'unité fonctionnelle qui permet de cadrer justement ces études. Donc là, l'idée, c'était de comparer deux jeans, un qui a une durée de vie de 10 ans et un qui a une durée de vie d'1 an, bah, pour les comparer à part égale par rapport à une fonction, en fait, la fonction du produit. Et ben, on s'est dit qu'on calculait 10 jeans sur 10 ans, donc 10 jeans avec une durée de vie d'1 an vis-à-vis de un jean qui a une durée de vie de 10 ans. Et donc là, c'est très synthétique, mais on voit que bah, la phase de fabrication et la matière première sont multipliées par 10, évidemment. Et voilà, et on a deux leviers, deux grands leviers pour permettre l'éco-conception. Donc, c'est où on réduit les impacts du produit qu'on a qu'on éco-conçoit, ou évidemment on augmente le service. Donc, on apporte des caractéristiques techniques et fonctionnelles supplémentaires au produit pour qu'avec les mêmes impacts, il ait plus de fonctionnalités. Ça pourrait être la durée de vie, ça pourrait être les différents types d'usages qu'on peut en faire, le traitement. Voilà, il y a de multiples solutions. Voilà. Et rapidement, pour présenter des projets, on a travaillé sur différents secteurs. Typiquement, le premier, c'était le projet AFIC, le travail destiné au secteur de l'ameublement pour accompagner tout type de personnes, que ce soit des designers, des étudiants, fournisseurs, surcycleurs et autres. On a développé un guide d'accompagnement à l'éco-conception avec vraiment toute la démarche qui est prise en compte. Et c'était dans le cadre d'une démarche aussi d'économie circulaire, donc qui est aussi une autre notion qu'on pourrait aborder lors d'un autre point. Évidemment, ça a été fait en partenariat avec le FCBA et différentes entreprises qui ont souhaité, qui nous ont permis aussi de développer ces informations. L'exemple du projet Séquence Édition, l'idée c'était de repenser le service, toujours dans du mobilier, mais faire l'économie de la fonctionnalité plutôt que de vendre un produit. Là, on vend un service. Donc, ça va être le service de pouvoir, par exemple, s'asseoir sur une chaise dans le cadre du bureau des entreprises. Et donc, comment pérenniser ce système en pensant à un produit qui soit réparable, personnalisable, ajustable en fonction des envies et des besoins. Et donc, le développement s'est fait sur une gamme de produits. Et Gobi, je sais pas, je pense que vous avez tous peut-être vu ou entendu parler une fois. C'est une gourde qui a pour vocation à s'hydrater dans le cadre du bureau. Donc ça a commencé il y a 10 ans, c'est quelque chose qui n'était pas commun. Mais avant, on utilisait souvent un gobelet en plastique pour boire un verre d'eau ou un gobelet en carton qu'on jetait. L'idée, c'est que là, on les a accompagnés dès vraiment la phase de conception. Avant même d'avoir le moindre produit, les démarches d'éco-conception étaient mises en place. Donc c'est vraiment un accompagnement, comme on dit, complet avec les études d'usage, des réflexions et des travaux sur l'esthétisme et la perception du produit, les évaluations environnementales, les itérations. À savoir que le projet est toujours en cours où le Gobi de base a été développé, mais il y a toujours des nouvelles itérations qui entrent en compte et toujours des améliorations pour continuer justement à incrémenter cette démarche. Et c'était une démarche qui est pluridisciplinaire aussi, parce qu'il y avait des experts de la santé par rapport aux à l'utilisation de la gourde, aux matières utilisées, des experts de la plasturgie pour connaître la faisabilité. Il y a eu une multitude d'experts au cours de ce projet. Et voilà, on a été lauréat au concours d'éco-conception en 2012 avec ce produit-là. Antoine, Voilà. Ouais. Antoine, Et votre temps est écoulé. Je ouais, sais pas comment. j'allais finir, ouais, Ouais, je finis ok. juste là, ouais. Et voilà, là, on l'applique rapidement à une organisation, donc c'est pour faire le lien, je vais passer rapidement, mais c'est le cycle de vie d'une d'éco-conception de service. Donc voilà, comment est-ce que ça peut être pris en compte? Chez MU, on l'a fait, on a identifié les différents sujets qui pouvaient être les différents possibles contributeurs, donc que vous pouvez voir ici, et on a identifié les prioritaires, donc qui étaient vraiment la pause repas, les équipements et les déplacements au sein de l'entreprise. Euh, et on en a fait vraiment une synthèse et un outil interne pour développer l'éco-conception appliquée à nous-mêmes. Donc, que ce soit un compteur de repas sur la viande carnée ou non, la consommation d'énergie en se tournant vers des fournisseurs tels qu'Enertcoop, le suivi des consommations, l'installation de chauffage électrique plus efficace, l'impact des équipements et voilà, de la consommation des équipements. Donc, ça sera abordé peut-être un peu plus en détail par Birstex, surtout sur la partie informatique.
et les transports qui sont utilisés par les salariés de la coopérative Mur. Et voilà, après, il y a des applications qu'on a pu faire justement vis-à-vis de nos partenaires financiers en sélectionnant différents partenaires, que ce soit les banques ou autres, et les enjeux voilà, appliqués à l'entreprise et avec des aspects évidemment sociaux qu'on intègre fortement au sein de la coopérative. Voilà. Et pour faire le lien avec l'itération, c'est une démarche qui évolue et qui est réitérée d'année en année. Donc vous voyez, chaque année, on fait nos calculs, ou chaque année, tous les 3 ans, à peu près 2-3 ans, on refait la mise à jour de nos études. Je laisse ta main à Birstech, du coup, pour la suite. Merci beaucoup. Bonjour, donc Emmanuel Mazurier, Berstec. Donc là, je vais essayer de faire le lien avec ce que vient de nous dire Antoine sur la méthodologie, mais pour la mettre en pratique dans le cadre du métier d'infogérance, de système d'informatique. Et donc, on va voir que l'éco-conception repose sur des choix effectués en amont principalement et de la mesure en aval. Donc, sur le choix de data center, le choix du matériel, le choix des architectures et ensuite, pouvoir mesurer pour valider, ces choix et les ajuster, en continu. Donc, on parle souvent de l'impact de l'industrie, du numérique en termes de coûts énergétiques. Il faut déjà rappeler que 80 de l'énergie dépensée dans ce domaine, concerne la fabrication et le recyclage, du matériel. Et que les 20 restants sont dédiés à leur utilisation. Donc, moi, c'est donc de ces 20 restants dont je vais parler. Alors, c'est quand même un vrai défi de pouvoir concilier les besoins de performance des applications et la nécessaire sobriété des coûts énergétiques. Alors, un équipement informatique moderne est performant par sa conception même. Hein. De nos jours, alors tu peux encore avoir la slide précédente. Ouais. Non, voilà, c'est ça. Merci. Et donc, ouais, de nos jours, les équipements modernes sont performants dès leur conception. Il faut savoir que les horloges cadencées à 3 gigahertz, c'est très, très, très performant. Donc, notre rôle est de rendre cette performance pérenne en sécurisant, en optimisant, en fiabilisant les systèmes qui font fonctionner ces équipements. Donc, nous sommes une scope d'experts dans l'exploitation de logiciels libres. Et en 20 ans d'existence, on a développé des compétences qui permettent d'assurer justement un rapport performance-coût énergétique qu'on espère optimal. Donc pour ça, on donne une place primordiale à la sécurité et à la fiabilité des infrastructures que nous concevons et qu'on infogère pour nos clients. Donc comme on va le voir, cela se répercute sur des choix qui favorisent les coûts énergétiques. Donc en amont, ce sont des choix d'architecture et en aval, ce sont des mesures des bons critères de leur performance. Donc, c'est pas simple de vouloir garantir à la fois la performance et l'optimisation de la consommation, et on y travaille en permanence. Donc, chez Berstech, on a à cœur le design pattern KISS, donc c'est Keep it simple and stupid. Donc pour nous, c'est ça la sobriété, et qui fait que nous élaborons des architectures qui sont de base optimisées pour consommer une énergie minimale. Donc, c'est-à-dire qu'on va tasser au maximum des serveurs virtuels. On va donner la possibilité à nos clients d'éteindre ou d'allumer leurs services et leur apporter des outils pour mesurer leur empreinte carbone et leur apprendre à se passer des éléments qui ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement de leur logiciel en production. Donc, déjà, la première étape, c'est le choix du data center. Donc, le data center, c'est un établissement qui permet de concentrer un maximum de serveurs dans un minimum de place et d'optimiser la consommation électrique de ces équipements. Mais cela nécessite un refroidissement constant du bâtiment. Donc nous louons nos baies dans un data center qui est alimenté à 100% par des énergies renouvelables et qui possède un très bon rapport énergétique.
Donc c'est ce qu'on appelle le PUE. Ça veut dire que l'énergie dépensée pour le refroidissement du data center est utilisée au minimum par rapport au fonctionnement des équipements qui l'intègrent. Donc notre choix doit aussi prendre en compte des critères de sécurité, de redondance, etc. et qui permet de garantir la disponibilité matérielle nécessaire à l'exploitation en production. Donc pour ça, nous avons fait le choix du Data Center 3, le DC3 d'Opcore, anciennement Scaleway, qui est situé à Vitry-sur-Seine et qui respecte, selon nous, ces critères. Ensuite vient le choix du matériel. Donc comme je vous le disais, 80% du coût énergétique du matériel vient de sa fabrication. Donc nous orientons nos choix pour des équipements de qualité qui soient robustes et réparables, donc plutôt chers en fait, et qui nous permet de garantir une durée en exploitation optimale de plus de 10 ans. Une fois que ces machines ne garantissent plus un niveau d'exploitation suffisant, nous les donnons à des associations qui pourront les utiliser ensuite avec moins de contraintes que les nôtres. Ensuite vient le choix de l'architecture. Donc, nous sommes des experts de la virtualisation. Nous pouvons donc optimiser au maximum les capacités physiques des serveurs pour empiler des machines virtuelles que nous mettons à disposition de nos clients. Nous privilégions pour ça une relation étroite avec eux pour comprendre au mieux leurs besoins et pour leur faire des préconisations d'optimisation qui leur fera économiser des coûts d'exploitation. Nous réalisons pour ça des audits de performance qui permettent de valider ces optimisations. Par exemple, par rapport à une architecture chez AWS, on peut réussir à faire baisser de moitié les coûts d'exploitation, car le nombre de serveurs et de services est réduit au strict nécessaire, et nous avons l'expertise indispensable pour implémenter les services sur leur forme standard et garantir leur bon fonctionnement. Et enfin vient l'étape de mesure. Donc la métrologie est le point de cautionnement de tout ce qui précède. Nous avons mis en place un ensemble d'outils qui nous permettent d'avoir une vision d'ensemble de l'état des services pour notre monitoring et aussi obtenir des données objectives sur l'impact énergétique de chaque serveur en exploitation. Ces données sont remontées sous la forme d'empreintes carbone dans un dashboard de pilotage qu'on met à disposition de nos clients et qui agrège à la fois le coût énergétique de fabrication et de fonctionnement de l'infrastructure qu'ils utilisent. Nous donnons la possibilité à nos clients aussi d'agir sur cet indice en leur permettant de limiter leur consommation, en améliorant les performances de leurs applications, tant du point de vue de l'utilisation des ressources sur le serveur que celles utilisées chez l'utilisateur final. Donc pour ça, on leur met à disposition un outil qui calcule l'éco-index avec cet outil, c'est SizeSpeed. Ça permet de calculer l'éco-index de leurs applications et qu'ils peuvent déclencher à volonté, notamment pour visualiser l'impact sur les performances d'une mise à jour avant sa mise en production. Voilà, donc en conclusion, on peut dire que notre démarche, donc c'est la slide suivante. Ouais, merci. Ah non, il n'y avait pas de conclusion. Ah, ok. Bon, bah, je le dis quand même, notre démarche s'inscrit à la fois dans le respect des bonnes pratiques et dans une volonté d'efficacité des performances de nos infrastructures. Donc, ce souci d'efficacité se traduit nécessairement par une optimisation de la consommation des ressources et de ce fait de la consommation d'énergie. Donc, cela nécessite en amont un travail de conception non négligeable qui peut être parfois ardu, mais qui se répercute toujours sur les coûts d'exploitation. Donc, en informatique, mais aussi, je pense, dans tous les autres domaines, on ne peut pas faire l'économie d'énergie électrique sans en dépenser beaucoup en amont, en conception, donc dans le cerveau, et pour avoir une démarche sobre, responsable, fiable et surtout mesurable. Voilà, merci. Et comme pas mal de collègues qui participent, si vous avez des questions, ils seront ravis de vous répondre aussi plus tard. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je m'appelle Florian. Je suis designer et fondateur de l'atelier TAC et actuellement un
co-gérant de la SCOP Atelier TAC. Juste pour info, je suis bègue, donc ça accroche un petit peu quand je m'exprime, c'est normal, il ne faut pas vous en faire. Je vais essayer de faire assez vite pour rester dans le temps. Donc, tu peux passer la slide suivante, Antoine, merci. Du coup, nous existons depuis 2011-2012 à peu près. Donc, c'est une scope aussi, ça c'était important pour nous dans la création de l'entreprise et son développement qu'elle soit vraiment, c'est un outil qui est au service de chaque personne qui y travaille et on conçoit en fait nous-mêmes cette entreprise, comment est-ce qu'on y travaille, comment est-ce qu'on y vit, qu'est-ce qu'on y fait, etc. Donc ça, c'était essentiel que chacun et chacune puisse avoir son mot à dire. Donc ça, c'est une des raisons de la SCOP et évidemment tout ce qui est sur le partage des profits et la question de la répartition des tâches. En 2-3 mots, on fait de la conception et de la production du mobilier, de l'aménagement, de la scénographie, de l'agencement, bref, tout ce qui touche de près ou de loin à l'immobilier, mais ça peut aller des fois dans des projets beaucoup plus insolites liés à la culture, à la création, à la scénographie et autres. On travaille pour tout type de clients, donc vraiment des entreprises, des toutes petites comme des très grosses, des grands groupes. On travaille pour des institutions et des collectivités, donc des ministères, des communautés de communes, des mairies, des grosses associations, et aussi pour du grand public, donc avec du mobilier sur mesure. Et notre approche, donc, c'est de faire notre métier de concepteur et de producteur le plus responsablement possible et avec le moins d'impact sur l'environnement et sur l'humain. C'est pour cette raison qu'on est engagé dès notre création dans une démarche globale d'éco-conception et on est plus précisément spécialisé dans le réemploi en fait de matériaux. Je vais approfondir ça un tout petit peu après. Et ce qui nous plaisait, c'est en gros, on va essayer de trouver des solutions aux problèmes de nos clients et que ça intègre le plus de critères possible. Donc, ce qui fait écho à ce que disait Antoine de la coopérative MU au début de la présentation, de vraiment prendre en compte au mieux les questions de l'usage, les questions de l'aspect et évidemment les questions de l'impact environnemental. Du coup, on est une équipe de 7 personnes actuellement avec des designers, ingénieurs, architectes et artisans. On travaille vraiment tout type de matière, principalement du bois, mais aussi des métaux, des plastiques, des tissus et autres. Tu peux passer à la slide suivante. Merci Antoine. Hop, voilà, nickel. Nous, on fait principalement du sur-mesure et du sur-commande. Du coup, c'est de la pièce unique ou de la très petite série qui fait c'est trop compliqué ou trop cher de venir faire une vraie étude approfondie sur chacun des produits qu'on aurait à concevoir et à produire, de faire donc cette analyse de cycle de vie global. Ça
prête pas vraiment à la pièce unique et à la petite série. Du coup, on a plutôt mis en place des grandes règles et des grands engagements qu'on va appliquer au global sur tous nos projets et sur notre activité propre, enfin, en gros, y compris dans notre vie aussi interne de l'entreprise pour minimiser nos impacts et maximiser ce qu'on propose, quoi. En, en termes d'usage et de service, notre grande spécialisation, c'est le réemploi, puisque, pour le dire assez rapidement, grosso modo, dans le domaine du mobilier, les 3/4 à peu près de l'impact des produits sont liés à la matière. Enfin, comme il y a assez peu d'impact lié à l'usage, du coup, ce qui a de l'impact, c'est cette extraction et cette transformation de matières premières. Donc, on s'est dit un petit peu, il faut essayer que ces matières premières aient une vie qui soit la plus longue possible. Et à ce compte-là, autant réutiliser d'autres matières qui ont déjà été utilisées et qui sont considérées comme étant en, en- en fin de vie. Et nous, donc, on va se faire au mieux pour réemployer des matières issues d'autres structures ou bien de nous en propre aussi pour éviter qu'elles soient enfouies, incinérées ou recyclées, puisque le recyclage n'est pas aussi vertueux que le réemploi. Donc, on travaille principalement à partir de produits réemployés. On a un entrepôt avec environ 40 tonnes de matière et on conçoit et on fabrique en fonction de ces matières et aussi bien sûr en fonction de nos clients, de nos demandes qu'on a. Évidemment, on va essayer de concevoir et de fabriquer des produits qui peuvent être réparés, qui peuvent être démontés si le client a besoin de le remplacer ou de le faire évoluer. Bah, du coup, on met en place des procédés qui sont appropriés. On essaye d'être dans une démarche low-tech, donc de privilégier des solutions qui sont les plus sobres possibles. Voilà, donc j'ai précisé l'autre chose que vous voyez aussi écrit là sur le diaporama. Je ne vais pas tout expliquer, mais vous comprenez un petit peu le principe. Et je vais vous illustrer donc via 2-3 projets comment ça peut prendre forme dans le fait de prendre ça en compte dès la conception, avec entre autres l'idée de se dire, bah, précisément quand on va imaginer des projets qui ont une durée de vie qui est éphémère, donc qui peut être d'une semaine ou de 3 ans, de se dire, bah, OK, on sait que le produit, il a une durée de vie qui est éphémère, enfin qui va être contenu dans le temps. Du coup, on va essayer de prendre en compte dès la conception ce à quoi il peut être utilisé après. Et il se trouve qu'en 2022, je crois, on a réalisé un grand stand pour le congrès
le congrès national des scopes et des sites qui était à Rennes, voilà, il y a 2 ans, je crois. Et donc, c'est l'image que vous voyez à gauche. Et on a proposé donc, pour la Fédération des scopes de la communication un grand stand un petit peu dans cette ambiance rustique, quoi. Et on a utilisé des rondins de bois brut. Enfin, comme ce congrès a duré que 3 jours, on avait anticipé ce qui allait être fait après avec ces rondins, et on avait justement un projet pour une aire de jeu pour enfants. Du coup, on a fait en sorte que les dimensions des rondins sur le congrès puissent convenir après sur, sur, sur cette aire de jeu, ce qui fait que 2 mois après le congrès, elles ont été transférées, et du coup, c'est encore en place là, sur ces termes de jeu pour enfants. Et idem, si on passe à la slide suivante. Merci Antoine. Toute la structure en fond de bois un petit peu plus fine, elle, on en avait énormément, et on continue d'utiliser ces troncs-là pour des structures plus sur l'aménagement extérieur, puisqu'on avait anticipé et pris du bois qui était approprié à l'usage extérieur sur le congrès, quand bien même ce n'était pas utile, mais du coup ça fait qu'on peut réutiliser après ces matières sur d'autres projets, et on a préféré mettre des matières trop, enfin qui avaient trop de propriétés entre guillemets sur le congrès, mais pour que ça puisse avoir une seconde vie après, que ce soit utile, plutôt que de prendre du trop de cheap et de se retrouver avec des trucs un peu plus compliqués à réutiliser. Et idem, là, on voit un petit peu sur la signalétique qui est à droite, les panneaux imprimés, ils en sont en l'occurrence à leur troisième vie, puisqu'ils ont déjà été utilisés pour une exposition éphémère qui a duré 6 mois. Et on a réussi à travailler sur ce projet-là avec les graphistes enfin, qui bossent avec la ville en question, qui puissent faire leur graphisme en fonction de la dimension du panneau existant, pour, pour ne pas avoir à redécouper ces panneaux, et du coup optimiser cette matière. Ça fait un peu écho à ce que disait Emmanuel, c'est que en gros on passe beaucoup de temps à réfléchir, à se creuser le ciboulot pour trouver des solutions pour optimiser, pour éviter la dépense de matière, la dépense énergétique, et etc. Du coup, on va essayer plutôt d'utiliser de la matière grise que de la matière neuve, entre guillemets, voilà, si on veut jouer un peu avec les mots. On peut passer à la suivante, merci. Nous, on fait vraiment des projets qui sont très, très différents, et du coup, ce qui nous plaît, c'est un peu ça, c'est cette question de la polyvalence, de l'ingéniosité, qui fait que grâce à ça, on va trouver des idées et des solutions pour répondre aux besoins des clients, leur proposer des choses qui vont
sortir aussi de l'ordinaire, qui ont une histoire qui est différente aussi. Ça plaît aussi beaucoup quand on dit à un client que le bois qu'on a utilisé, qu'avant ça, il a été utilisé sur sur une exposition, sur un stand, sur un meuble qui a eu une vie, voilà, X ou Y, ça, nous, cette approche du réemploi, c'est aussi une grosse source d'inspiration qui nous plaît et qui enrichit énormément aussi notre quotidien et qui nous fait, qui nous professionnalise aussi sur ça. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation synthétique. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Alors merci aux 3 intervenants, Antoine, Emmanuel, Florian. Merci beaucoup, ça éclaire, sur ce que c'est que l'éco-conception. Et un merci supplémentaire à Antoine, qui a grandement contribué à l'organisation de cette rencontre. Du coup, là, le temps, on a un temps d'1 heure pour, les interventions, donc je vais devoir couper l'enregistrement pour pouvoir le diffuser plus facilement, parce qu'au-delà, ça c'est délicat, enfin, c'est plus difficile à diffuser un temps plus long, mais on va pouvoir échanger, poser les questions, donc je coupe et on fait le temps d'échange, juste après. Je coupe juste l'enregistrement. Merci aux intervenants, en tout cas.